Ma femme a secrètement accepté un emploi dans un autre État, sans m'en parler, et m'a laissé avec nos jumeaux de 8 ans. Elle s'est laissée influencer par ses amis intéressés, a demandé le divorce, et maintenant elle réalise qu'elle a commis la plus grande erreur de sa vie. Elle est rentrée à la maison, m'a donné les papiers du divorce et a agi comme si je devais comprendre, comme si tout était évident. Pendant des mois, j'ai essayé de recoller les morceaux, prendre soin des jumeaux, gérer mon père malade et ma propre santé mentale. Mais maintenant elle veut revenir. Elle dit qu'elle regrette, qu'elle a fait une erreur, qu'elle a été influencée. Mais il y a une chose qu'elle ne sait pas, et peut-être qu'il sera trop tard pour découvrir. Ces derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie, et, sincèrement, je ne sais plus vers qui me tourner. Ma femme, Stéphanie, 42 ans, moi, 44 ans, nous sommes mariés depuis 10 ans, ensemble depuis 12. Nous avons des jumeaux de 8 ans qui ont toujours été au centre de notre monde, ou du moins je pensais qu'ils étaient le centre du monde pour nous deux. Environ un an auparavant, mon père a été diagnostiqué avec une leucémie au stade 3. C'était totalement inattendu. Un jour, il jouait avec les enfants dans le jardin. Le lendemain, il était hospitalisé, avec les médecins nous disant qu'il pourrait ne pas avoir beaucoup de temps à vivre. Ce diagnostic a tout changé pour moi. Mes parents ont toujours été là pour moi, et maintenant c'était à mon tour d'être là pour eux. Ma mère avait aussi besoin de soutien. Elle était complètement débordée, essayant de s'occuper de mon père tout en gérant la maison et les finances. Avant le diagnostic de mon père, Stéphanie et moi parlions de déménager un jour dans une ville plus grande, avec plus d'opportunités de carrière. C'était un projet pour un jour lointain, jamais quelque chose de concret. Mais après que mon père soit tombé malade, j'ai clairement fait comprendre à Stéphanie que je ne pouvais pas déménager. Pas alors que mon père se battait pour sa vie et que ma mère avait tellement besoin de moi. Je devais être là pour eux. J'ai pensé qu'elle comprendrait. Au début, il semblait qu'elle comprenait. Elle me prenait dans ses bras quand je craquais après des visites particulièrement difficiles à l'hôpital. Elle s'occupait des enfants quand je devais emmener mes parents à leurs rendez-vous médicaux. Mais, au fil des semaines, puis des mois, elle a commencé à changer. Stéphanie a recommencé à parler de déménagement. Elle travaille en marketing et sentait que sa carrière stagnait dans notre petite ville. Elle a commencé à m'envoyer des offres d'emploi dans d'autres villes, parlant des opportunités qu'elle manquait. Je lui rappelais la situation de mon père, mais elle suggérait qu'il pourrait venir nous voir complètement inconsciente du fait qu'il devenait de plus en plus faible après chaque séance de chimiothérapie. Les conversations sont devenues des disputes, et les disputes, des bagarres. Nous sommes passés de discussions calmes à des cris après que les enfants étaient couchés. Elle disait que j'étais trop sensible à propos de la maladie de mon père. Je disais qu'elle était égoïste de ne pas comprendre la gravité de la situation. La tension à la maison est devenue insupportable. Puis, le mois dernier, je suis rentré d'une séance de chimiothérapie avec mon père et j'ai trouvé Stéphanie à la maison, pratiquement sautant de joie. Elle avait une nouvelle, elle avait été embauchée pour un poste de direction senior dans une agence de marketing dans une autre ville, à 3 États de distance. Le salaire était presque le double de ce qu'elle gagnait actuellement. Je les félicitais, essayant de montrer un peu d'enthousiasme, mais ma tête tournait. Quand avait-elle postulé pour ce travail? Pourquoi ne m'avait-elle rien dit? Nous nous disputions à propos de l'idée de déménager, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle ferait ça dans mon dos. Je lui ai posé la question, essayant de garder mon calme, mais elle est immédiatement devenue défensive. Elle a dit qu'elle ne m'avait rien dit parce qu'elle pensait ne pas avoir de chance d'obtenir le poste. C'était un coup dans le noir. Elle ne s'attendait même pas à être appelée, mais ça a marché. Et pire encore, elle avait déjà accepté l'offre. La dispute qui a suivi a été comme rien de ce que nous avions vécu dans notre mariage. Des mots ont été dits, des mots qu'on ne peut pas retirer. J'ai dit qu'elle m'avait trahi en prenant une décision aussi importante sans me consulter. Elle a répondu que je la retenais, qu'elle ne pouvait pas continuer à refuser des opportunités à cause des problèmes de ma famille. Les problèmes de ma famille. C'est ainsi que mon père, mourant d'un cancer, est devenu pour elle un problème. Cette même nuit, Stéphanie a fait ses valises et est partie chez ses parents. Je suis resté éveillé toute la nuit, me demandant si c'était la fin de notre mariage. Le lendemain matin, les jumeaux ont demandé où était leur mère, et je n'ai pas su quoi répondre.
3 jours plus tard, Stéphanie est revenue. Et la seule raison pour laquelle elle est revenue, c'était à cause des enfants. Après que les enfants se soient endormis, nous nous sommes assis à la table de la cuisine pour parler. Nous avons admis que nous nous aimions encore, mais le problème central persistait. Elle ne voulait pas renoncer à son nouveau travail, et moi, je ne pouvais pas abandonner mes parents dans ce moment crucial. Nous sommes arrivés à ce qui semblait être le seul compromis possible. Stéphanie déménagerait et prendrait son nouveau poste. Je resterais avec les enfants et continuerais à aider mes parents. Elle viendrait voir les enfants toutes les 2 semaines. Ce n'était pas idéal, mais cela semblait être la seule alternative qui n'impliquait pas un divorce immédiat. Le premier mois de notre mariage à distance a été difficile, mais gérable. Stéphanie arrivait tard le vendredi soir et repartait le dimanche soir. Les enfants étaient confus, mais, comme beaucoup d'enfants le font, ils se sont adaptés. Je gérais tout, parentalité à plein temps, mon travail, et le soutien à mes parents. J'étais épuisé, mais j'ai continué. Au 2e mois, les fissures ont commencé à apparaître. Les visites de Stéphanie sont devenues plus courtes. Au lieu d'arriver le vendredi soir, elle ne venait plus qu'au samedi matin, disant qu'elle avait des engagements professionnels. Nos conversations téléphoniques sont devenues moins fréquentes, et quand nous parlions, les conversations étaient forcées. Elle était distante, irritée, souvent même désagréable, critiquant des choses futiles, comme la manière dont j'habillais les enfants, préparais le dîner, gérais tout, alors qu'elle ne se souciait même pas de savoir comment ils allaient. Après un certain temps, j'ai arrêté d'appeler Stéphanie. J'attendais qu'elle prenne l'initiative de me contacter. Parfois, des jours passaient sans qu'elle dise un mot. Les enfants l'ont remarqué et ont demandé pourquoi maman ne téléphonait plus. J'inventais des excuses, disant qu'elle était occupée avec son nouveau travail, mais je voyais bien la tristesse dans leurs yeux. C'est alors qu'Amanda est apparue. Amanda était une amie de longue date de Stéphanie. Elle avait même été la marraine de notre mariage. Je ne l'ai jamais beaucoup appréciée. Il y avait toujours quelque chose de bizarre chez elle que je ne pouvais pas expliquer. Elle s'était mariée et divorcée 3 fois, toujours avec des hommes riches, et semblait fière de la valeur des pensions alimentaires et des accords de divorce qu'elle obtenait. Elle et Stéphanie étaient très proches autrefois, mais elle s'était éloignée après qu'Amanda soit partie vivre dans un autre état. Par une ironie du sort, Amanda vivait dans le même état où Stéphanie avait déménagé pour son travail. Lorsque nous sommes allés l'aider à s'installer, Amanda est venue prêter main forte également. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle avait peut-être changé, mais je me trompais. Amanda est rapidement devenue la principale connexion sociale de Stéphanie dans cette nouvelle ville. Cela me dérangeait, mais j'ai essayé de garder ça pour moi. Nous nous étions déjà trop disputés. Pendant l'une de nos conversations téléphoniques de plus en plus rares, Stéphanie a mentionné qu'Amanda lui avait présenté un groupe d'amis, toutes des mères célibataires qui vivaient grâce à des pensions alimentaires généreuses versées par leurs ex-maris. La manière dont Stéphanie décrivait ces femmes me mettait mal à l'aise, elle considérait leurs ex-conjoints comme de simples distributeurs automatiques d'argent. Elles étaient fières de ce qu'elles avaient réussi à extorquer d'eux lors des divorces. Elles se présentaient comme des femmes indépendantes, bien que financièrement dépendantes des hommes qu'elles avaient quittés. J'ai dit que cela me dérangeait de la voir fréquenter des femmes qui traitaient le mariage comme une affaire, pas comme une véritable partenaire. Stéphanie les a défendues, disant que je ne comprenais pas la réalité de ces femmes. Elle a même ri en racontant comment elles manipulaient leurs ex-maris. Cela ne ressemblait en rien à la femme que j'avais épousée. Je reconnaissais à peine celle qu'elle était devenue. Les choses ont atteint leurs limites lors d'un appel particulièrement tendu. Stéphanie encensait Amanda, disant qu'elle était une femme forte et indépendante parce qu'elle élevait ses enfants seule. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire avec ironie, car je savais que le train de vie d'Amanda était entièrement financé par ses ex-maris. Cela a déclenché une dispute explosive, où des mois de frustration ont éclaté des 2 côtés. Stéphanie m'a accusé d'être jaloux de son succès et de ses nouvelles amitiés. J'ai répliqué en disant qu'elle avait abandonné sa famille pour un emploi et qu'elle était maintenant influencée par des personnes ayant des valeurs très discutables. L'appel s'est terminé avec elle suggérant que nous nous séparions. C'est là que j'ai vraiment craqué. Je n'ai plus pu tenir. 6 jours se sont écoulés sans aucun contact entre nous. Je me suis plongé à fond dans les soins aux enfants et dans l'aide à mes parents, essayant de ne pas penser à l'état de mon mariage.
Puis, Stéphanie a appelé, disant qu'elle viendrait le week-end suivant avec les papiers du divorce. Lorsqu'elle est arrivée, une partie de moi voulait se battre pour notre mariage, lui rappeler la vie que nous avions construite ensemble. Mais en la regardant, j'ai vu une étrangère avec le visage de ma femme, la femme dont je suis tombé amoureux, qui a pleuré avec moi lorsque mon père a été diagnostiqué, qui m'a tenu la main à la naissance de nos enfants. Cette femme n'était plus là. Le processus de divorce s'est révélé étonnamment simple. Dans notre État, il n'y a pas de délai d'attente, et nous sommes tombés d'accord sur la plupart des points sans trop de débat. Je garderai la maison, et nous aurions la garde partagée des jumeaux, qui continueraient principalement à vivre avec moi, tandis que Stéphanie conserverait des visites toutes les 2 semaines. Nous avons également convenu verbalement que, lorsque viendrait le moment de vendre la maison, nous partagerions la valeur de manière égale. Les papiers ont été signés en moins d'1 semaine. Expliquer tout cela aux enfants a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur mère était partie et ne pouvaient pas comprendre pourquoi leurs parents n'étaient plus mariés. Cela fait 1 mois depuis que le divorce a été officialisé, et je m'efforce encore de m'adapter à cette nouvelle réalité. Les dernières semaines ont suivi la même routine, prendre soin des enfants, aider mes parents, travailler et essayer de garder tout en marche. La seule véritable bonne nouvelle au milieu de tout cela a été les derniers examens de mon père, qui ont montré une amélioration petite, mais réelle. Mais hier soir, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais sur le point d'aller me coucher quand mon téléphone a sonné. C'était Stéphanie. Sur le moment, j'ai pensé que c'était à propos des enfants, mais quand j'ai répondu, je n'ai entendu que des pleurs. Elle était dans un état de désespoir total, complètement hystérique, incapable de former une phrase cohérente. Il lui a fallu plusieurs minutes pour se calmer suffisamment et pouvoir parler. Et ce qu'elle m'a dit m'a complètement bouleversé. Stéphanie a admis avoir commis la plus grande erreur de sa vie en insistant pour le divorce. Elle a reconnu qu'elle avait eu tort sur tout, le travail, le déménagement, les nouvelles amitiés. L'emploi qui semblait si prometteur s'effondrait. L'entreprise avait exagéré sa stabilité financière lors du recrutement. Maintenant, ils effectuaient des coupes salariales massives. Stéphanie gagnait à peine plus qu'ici, malgré un coût de la vie beaucoup plus élevé dans la nouvelle ville. Mais ce n'était pas ce qui l'avait poussée à appeler. Stéphanie a avoué qu'après le divorce, Amanda et ses amis l'avaient encouragée à se remettre à sortir avec des hommes. Elles avaient organisé des rencontres arrangées et avaient même aidé à créer des profils sur des applications de rencontres. Elle a admis avoir eu plusieurs relations superficielles qui ne l'avaient laissée que vide et pathétique. Aucun de ces hommes ne la faisait se sentir comme je le faisais, même pendant nos pires disputes. Quand elle se plaignait de sa solitude à ses amis, elle lui disait que c'était juste une phase, que cela passerait, qu'il lui suffisait de trouver le bon. Mais Stéphanie a commencé à voir la vérité. Ces femmes n'étaient ni fortes ni indépendantes, elles étaient amères et manipulatrices, utilisant les hommes pour leur argent tout en feignant d'être autonomes. Elle m'a dit qu'elle ressentait un immense manque de nos enfants. Les courts week-ends ne suffisaient plus. Elle détestait retourner à son appartement vide chaque dimanche soir. Elle avait perdu notre maison, notre routine, et même mes parents. Elle a réalisé trop tard que ce qu'elle avait jeté n'était pas seulement un mariage, mais une famille entière, un système de soutien que nous avions mis des années à construire. Pendant qu'elle se confiait, j'ai été submergé par une vague d'émotions. Une partie de moi voulait la réconforter, lui dire que tout irait bien, mais une autre partie, bien plus forte, me rappelait tout ce qui s'était passé, les disputes, la manière dont elle avait caché le nouvel emploi, les papiers du divorce remis sans avertissement. Je me suis rappelé avoir expliqué aux enfants pourquoi leur mère ne reviendrait plus à la maison. Lorsqu'elle m'a finalement demandé s'il y avait une chance pour que nous nous remettions ensemble, si j'envisagerais une réconciliation, je n'ai pas pu me contenir. Je lui ai dit qu'elle avait fait son choix en acceptant cet emploi, et ensuite de nouveau lorsqu'elle m'avait donné les papiers du divorce. Je lui ai rappelé comment elle avait ri de mes inquiétudes au sujet de mon père, comment elle avait ri des histoires de ses amis manipulant leurs ex-maris. Et je lui ai dit que maintenant, elle devait chercher du soutien auprès d'Amanda et de ses nouvelles amies, pas auprès de moi. J'ai dit que les enfants et moi allions bien sans elle. Dans un moment de colère pure, je suis même allé jusqu'à menacer de demander la garde exclusive, juste pour la blesser. Puis j'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. Presque immédiatement,
j'ai regretté la dureté de mes mots, mais je n'ai pas pu me résoudre à débloquer son numéro. Pendant des semaines, j'avais tout porté sur mes épaules, mon père malade, ma mère inquiète, mes enfants confus. Et pour une fois, je n'ai tout simplement pas eu la force d'être la personne mature. Le lendemain, j'ai reçu un appel des parents de Stéphanie. Ils avaient toujours été gentils avec moi, même pendant la séparation. Le père de Stéphanie n'y est pas allé par 4 chemins, il a dit qu'il comprenait ma colère, mais que Stéphanie était dans un état pitoyable. Elle regrettait tout. Elle envisageait de quitter son emploi et de revenir, même sans garantie que nous nous remettrions ensemble. Il a dit que ma réponse avait sonné comme une punition plutôt qu'une véritable réponse. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Avais-je été cruel sans raison? Cherchais-je seulement à la punir pour tout ce qu'elle m'avait fait? Je n'ai pas de réponse claire. Je sais seulement qu'en 2 jours, Stéphanie viendrait pour sa visite quinzenale avec les enfants, et je n'avais aucune idée de comment l'affronter après cette dernière conversation. Les jumeaux étaient excités à l'idée de voir leur mère, complètement inconscients de la turbulence entre nous. Je les ai vus dessiner des petits messages pour elle, et je me suis demandé ce qui serait la bonne chose à faire, non seulement pour moi, mais pour nous tous. Lors de ma dernière visite chez mon père, il a remarqué que j'étais distrait, même dans son état fragile. Sans poser de questions, il m'a simplement rappelé quelque chose qu'il m'avait dit quand j'ai commencé à sortir avec Stéphanie: la vie est trop courte pour nourrir des rancunes, mais elle est aussi trop précieuse pour être partagée avec quelqu'un qui ne te valorise pas. Depuis lors, ces mots ne quittent pas mon esprit. Maintenant, je suis ici, la veille de la visite de Stéphanie, essayant de décider comment avancer. Devrais-je rester ferme dans ma décision de l'éloigner de nos vies? Devrais-je considérer ses regrets et la possibilité d'une réconciliation, ou devrais-je me concentrer uniquement sur une bonne coparentalité pour le bien de nos enfants? Je ne sais pas ce que demain apportera, mais pour la première fois depuis des mois, je m'autorise à reconnaître qu'il n'y a pas de réponse facile ici. Il n'y a ni méchants ni héros, juste des personnes qui ont commis des erreurs et tentent de comprendre comment avancer. Mise à jour 2. Stéphanie est arrivée hier pour le week-end avec les enfants. Dès l'instant où elle a franchi la porte, on pouvait voir qu'elle traversait une période très difficile. Ses vêtements semblaient trop larges, et de profonds cernes soulignaient ses yeux. Les enfants se sont précipités pour l'embrasser, comme ils le font toujours, mais même leur enthousiasme n'a pas pu masquer la tension dans l'air. Après les salutations initiales, je pensais qu'elle emmènerait les petits chez ses parents, comme d'habitude. Mais, à ma grande surprise, elle m'a demandé si nous pourrions parler après que les enfants soient couchés. J'ai accepté, bien que de manière assez réticente. La journée s'est écoulée lentement. Nous avons maintenu une façade de normalité pour le bien des enfants, échangeant des informations basiques sur l'école, les projets et les entraînements de football. J'en ai profité pour sortir et régler quelques affaires pendant que Stéphanie jouait avec les jumeaux. Je dois avouer que j'étais reconnaissant de pouvoir m'échapper de la maison pendant quelques heures. Quand je suis rentré, Stéphanie avait préparé le dîner, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis bien avant le divorce. Les jumeaux étaient ravis de retrouver cette routine d'antan, parlant sans arrêt pendant le repas. De leur côté, Stéphanie et moi avons mangé en silence. Après avoir couché les enfants, nous nous sommes assis à la table de la cuisine. 2 tasses de café étaient posées entre nous. Aucune des deux n'avait été touchée. Stéphanie a commencé par demander une chance de parler. Sa voix était ferme, mais douce, comme si elle luttait pour garder le contrôle. Ce qui suivit fut l'une des conversations les plus honnêtes que nous ayons eues en des années. Elle a présenté des excuses pour son égoïsme au cours des 2 dernières années. Elle a reconnu que les problèmes dans notre mariage avaient commencé bien avant l'offre d'emploi. Elle a admis avoir priorisé ses ambitions professionnelles tout en ignorant les besoins de la famille, y compris en traitant mes inquiétudes concernant la santé de mon père comme un désagrément plutôt qu'une véritable crise. Elle a parlé du temps passé loin, du vide de son nouvel appartement, de la manière dont ses interactions avec ses collègues de travail semblaient mécaniques, sans âme. Elle a confessé avoir essayé de sortir avec d'autres hommes, mais que chaque tentative ne faisait que lui rappeler ce qu'elle avait perdu. Ce mode de vie que Amanda et ses amis exaltaient tant au sauter d'une relation à l'autre, utiliser et rejeter des personnes ne lui apportait pas de bonheur, seulement des distractions temporaires pour masquer la solitude. Puis elle m'a raconté quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Elle avait démissionné et revenait vivre près des enfants.
Elle avait déjà trouvé un appartement non loin de chez nous et programmé plusieurs entretiens d'embauche dans la région. Elle ne me demandait ni de revenir vivre ensemble ni même de renouer. Elle voulait simplement être présente à nouveau dans la vie des enfants. Elle a également abordé ma menace de demander la garde exclusive. Sa voix a tremblé lorsqu'elle m'a supplié de ne pas aller dans cette direction. Elle a promis d'être une meilleure mère à partir de maintenant. Je lui ai assuré que ces mots avaient été prononcés dans la chaleur du moment, et que tant qu'elle restait engagée dans le bien-être des enfants, je n'avais aucune intention de limiter son accès à eux. Lorsque la conversation touchait à sa fin, Stéphanie s'est excusée une fois de plus. Elle a dit que j'étais un homme bien et a promis de travailler pour devenir une meilleure personne, non seulement pour les enfants, mais aussi pour elle-même. Ces mots avaient un ton sincère. Une partie de moi souhaitait qu'elle ait vu tout cela alors que nous étions encore mariés, avant que tant de dégâts ne soient causés. Elle est partie peu après, emmenant les jumeaux passer la nuit chez ses parents, comme convenu. Je suis resté debout sur le pas de la porte, regardant sa voiture disparaître au bout de la rue, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, un sentiment de clôture. La colère qui me consumait depuis des mois semblait s'être dissipée. À sa place, une acceptation silencieuse de notre nouvelle réalité s'était installée. Le lendemain, quand elle a ramené les enfants, nos interactions ont été civiles, presque chaleureuses. Pendant quelques moments, nous avons discuté de questions pratiques, son déménagement, comment l'annoncer aux petits, comment gérer cette transition. Pour la première fois depuis la séparation, j'ai senti que nous mettions vraiment les enfants en priorité, au lieu de les utiliser comme des pions dans notre conflit. Au moment de partir, Stéphanie a mentionné qu'elle avait coupé les ponts avec Amanda et les autres amis qui l'avaient encouragée à divorcer. Elle ne les blâmait pas pour les choix qu'elle avait faits, mais assumait pleinement la responsabilité de tout. Cependant, elle reconnaissait que leur influence avait déformé sa façon de penser et ses priorités. J'ai passé les derniers jours à réfléchir à tout cela. Je ne sais pas si je pourrais un jour faire à nouveau entièrement confiance à Stéphanie. Et, honnêtement, je ne sais pas si une réconciliation serait le bon chemin pour nous, mais je sais que la colère que j'ai portée pendant des mois m'a fait du mal. Elle a affecté ma santé, mon humeur, ma présence auprès des enfants et de mes parents. L'état de mon père s'est stabilisé, bien que les médecins aient clairement indiqué que la leucémie reste imprévisible. Le voir se battre pour sa vie met beaucoup de choses en perspective. La vie est trop courte pour nourrir des rancunes pendant trop longtemps, même lorsque la douleur est légitime. Pour l'instant, mon objectif est de construire une coparentalité saine. Les enfants méritent cela. Deux adultes capables de travailler ensemble pour leur bien-être, même s'ils ne sont plus mariés. Ce ne sera pas facile. Il y aura sans doute des rechutes. Mais, pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que nous avons fait un pas dans la bonne direction. Mise à jour 3. Cela fait 4 mois depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup de choses ont changé depuis. Stéphanie a vraiment tenu ses promesses. Elle est revenue ici, a démissionné de son ancien emploi, trouvé un appartement à environ 15 minutes de chez nous et décroché un poste dans une entreprise de marketing locale. Son salaire est inférieur à ce qu'elle gagnait auparavant, mais le trajet plus court lui permet de passer plus de temps avec les enfants. Nous avons établi un nouvel accord de garde. Les jumeaux partagent désormais leur temps également entre nous deux, alternant les semaines. La transition s'est déroulée plus tranquillement que je ne l'aurais imaginé. Les enfants semblent en fait apprécier d'avoir deux maisons. Ils voient cela comme une sorte d'aventure, et non comme une rupture. Ils sont beaucoup plus résilients que je ne l'aurais jamais imaginé. Les parents de Stéphanie et moi nous sommes complètement réconciliés. Ils ont même présenté des excuses pour la manière dont ils avaient intervenu lors de cet appel précédent. Ils ont dit qu'ils avaient agi par inquiétude pour leur fille, sans comprendre pleinement la situation. Depuis, ils ont été extrêmement solidaires envers nous deux, aidant beaucoup avec les enfants chaque fois que nos emplois du temps se chevauchent. Quant à moi et Stéphanie, notre relation reste correcte, mais on ne peut pas dire qu'elle soit amicale. Nous communiquons de manière efficace au sujet des enfants et des questions pratiques, mais nous ne partageons plus rien de personnel, ni ne passons du temps ensemble au-delà de ce qui est nécessaire pour élever les enfants. Il n'y a plus d'animosité entre nous, seulement une reconnaissance silencieuse que nous avons suivi des chemins différents. La santé de mon père s'est beaucoup améliorée. Il est en rémission. Les médecins restent prudents et évitent d'utiliser l'expression « libéré du cancer »,
mais il montre beaucoup plus d'énergie. Il est revenu à la plupart de ses activités d'avant et profite pleinement de chaque moment avec ses petits-enfants. Le voir se rétablir a été le plus beau cadeau dans tout cela. J'ai également commencé à apporter quelques changements dans ma vie. Avec plus de temps libre pendant les semaines où les jumeaux sont avec leur mère, je me suis inscrit dans un groupe communautaire de bénévolat. Cela me sort de chez moi et me connecte avec de nouvelles personnes, ce qui est un soulagement après tant de mois à me sentir isolé. Cette maison qui semblait autrefois trop vide sans Stéphanie et les enfants est maintenant un espace qui m'appartient vraiment. J'ai déplacé les meubles, repeint les murs, ajouté ma touche personnelle dans chaque coin. Lorsque les enfants sont là, la maison est remplie d'énergie et de chaos. Lorsqu'ils sont avec leur mère, le silence qui faisait autrefois mal est devenu un refuge de paix, et non plus un rappel de ce qui a été perdu. Stéphanie reste éloignée d'Amanda et de ses anciennes amies de la ville. Pendant l'une des remises des jumeaux, elle a mentionné qu'Amanda avait essayé de reprendre contact plusieurs fois, mais qu'elle avait refusé. Elle l'a dit sans drame, sans ton de ressentiment, comme une simple mise à jour sur une connaissance commune. Nous avons eu une seule conversation difficile à propos de la vente de la maison. C'était partie intégrante d'un accord verbal conclu lors du divorce. Après beaucoup de discussions, nous avons décidé de reporter toute décision pour l'instant. La stabilité de garder la maison où les jumeaux ont grandi semble plus importante que tout avantage financier à ce stade. Regarder en arrière sur cette dernière année semble irréel. Un mariage s'est terminé. Un père a failli mourir. Nos vies ont été complètement bouleversées. Et pourtant, d'une certaine manière, nous, moi, Stéphanie, les jumeaux, mes parents avons fini par trouver un nouvel équilibre. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas ce que nous avions planifié, mais ça fonctionne et devient de plus en plus léger avec le temps. Je ne prétendrai pas qu'il n'y a pas de jours difficiles. Voir les jumeaux partir pour une semaine fait encore mal. Les vacances et les anniversaires portent désormais un poids différent. Et parfois, tard dans la nuit, je me retrouve encore à regarder de vieilles photos de famille, imaginant cette version de la vie où tout s'est bien passé. Mais ces moments deviennent de plus en plus rares avec le temps. De nos jours, mon attention est tournée vers le présent, aider avec les devoirs, assister aux matchs de football, préparer les repas, rendre visite à mes parents. Les routines quotidiennes, qui semblaient auparavant brisées au-delà de toute réparation, sont revenues sous de nouvelles formes. Si j'ai tiré une quelconque sagesse de tout cela, c'est que la vie suit rarement le scénario que nous attendons. Et les gens agissent rarement exactement comme nous l'imaginons, y compris nous-mêmes. Le mieux que nous puissions faire est de nous adapter, de ne pas porter les erreurs du passé comme un fardeau éternel, et de nous souvenir qu'il existe toujours plusieurs versions d'une même histoire. Pour l'instant, je vais de jour en jour, construisant une vie qui fonctionne pour moi et mes enfants, trouvant des moments de joie où je peux, et, chaque fois que possible, regardant vers l'avenir et non vers le passé. Commentaire. Et voilà, mesdames et messieurs. Il semble qu'au final, toutes les histoires de trahison ne doivent pas nécessairement se terminer par de la vengeance ou une réconciliation romantique. Parfois, la véritable fin est simplement d'accepter. Il n'a pas eu sa revanche épique, ni un retour amoureux, mais il a trouvé la paix. Et vous savez quoi? Peut-être que c'est encore plus rare. Pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander, si Stéphanie avait réalisé les choses plus tôt, tout cela aurait-il pu être évité? Ou est-ce que certaines leçons ne viennent vraiment qu'après avoir tout perdu? La question reste en suspens. Et si vous avez aimé cette histoire, vous savez quoi faire. Aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Et bien sûr, il y a 2 autres histoires pleines de rebondissements juste là, sur l'écran, qui vous attendent. À la prochaine. Yeah!